Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde sur l'investissement dans la deep tech, un modèle à repenser. Donc d'abord, j'aimerais remercier BPI France pour l'organisation, avec les équipes de Sonia Fallour. Je me présente, je m'appelle Arnaud Legris, je suis consultant au BCG, en particulier dans les équipes deep tech, et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Je vais d'abord accueillir sur scène Jérôme Moreau et Arnaud Delatour. Et je vais peut-être vous présenter. Donc, bonjour à tous et à tous. Jérôme Moreau, je suis partenaire et associé directeur au bureau de Paris du BCG et j'ai la chance de copiloter avec Antoine Gourevitch toutes nos activités deep tech pour le cabinet en fait, avec une double mission qui est de maintenir un observatoire sur les nouvelles technologies, les deep tech et les tendances qui vont avec. Donc, c'est l'occasion de publication de rapports, dont celui sur l'investissement, les tendances d'investissement qui a donné lieu à cette table ronde avec Hello Tomorrow. Et l'autre activité qu'on a, c'est de stimuler l'écosystème et de les mettre en connexion avec les corporates pour lancer des ventures autour de la deep tech et de la sustainability. Voilà, enchanté. Merci Jérôme. Donc Arnaud Delatour, CEO et cofondateur de Hello Tomorrow. Donc Hello Tomorrow, c'est un modèle hybride. On a à la fois une communauté, donc on organise des événements. Il y en a un les 2 et 3 décembre, le Hello Tomorrow Summit, que ce soit donc physique ou en ligne. On fait une grosse compétition de start-up aussi. On a à peu près 5000 candidatures chaque année. On a aussi une activité plus un peu de recherche, de conseil en innovation. On travaille avec des grands groupes, avec des gouvernements, pour explorer les opportunités de la deep tech et lancer des nouveaux projets. Et donc, très heureux d'avoir cette discussion avec vous. Merci beaucoup. Donc, quelques mots d'introduction et de contexte à cette table ronde d'abord. On l'a vu dans la table ronde juste avant, mais qu'est-ce que la deep tech ? Quand on parle de deep tech, on parle des nouvelles technologies, des innovations scientifiques qui sortent de laboratoires, d'universités, d'instituts de recherche. Et c'est souvent très vaste. Donc on va de la biologie synthétique aux matériaux avancés, à la fusion nucléaire, aux interfaces homme-machine. On parle aussi de l'informatique quantique. Donc c'est très vaste et c'est la nouvelle vague d'innovation qu'on voit après le digital, avec un retour aux produits physiques, aux produits hardware. Et la deep tech, c'est pas seulement la technologie pour la technologie, c'est aussi une nouvelle façon d'approcher l'innovation, une façon de repousser les frontières de ce qui est possible aujourd'hui. Et on voit des nouveaux cas d'usage, entre autres dans ce qui nous importe aussi, la durabilité, la sustainability, avec typiquement comment on peut mieux capter du CO2 pour transformer et créer des matériaux de construction, ou même repenser et remplacer les engrais par des bactéries génétiquement modifiées pour mieux fixer l'azote sur les plantes. Donc on voit vraiment le potentiel qui est changé. Et avec Hello Tomorrow, on avait déjà publié plusieurs rapports, 2 en 2021 sur qu'est-ce que la deep tech et Nature Co-Design, et on est parti du constat que certes le potentiel est immense, la disruption aussi, mais on n'arriverait pas à atteindre et à libérer tout ce potentiel si on ne débloquait pas l'investissement. Tous les différents maillons de la chaîne, partant des universités, aux fonds, aux corporates, aux LPs, au gouvernement. Et on a mené l'enquête pendant plusieurs mois auprès de l'écosystème, et ici on aura un panel représentatif des différents acteurs de l'écosystème. Et on a sorti un rapport au final en mai qui s'appelle Deep Tech Investment Paradox, qui est comme ça qu'on a rencontré les équipes de BPI. Et le but de cette table ronde, au final, c'est de vous sensibiliser à cet enjeu, vous en parler en plus de ce qui a été dit dans la table ronde précédente, et aussi le confronter aux témoignages des différents intervenants, qu'ils soient du monde du corporate, de la recherche ou des VC. Et un petit commentaire aussi, en préparant cette table ronde, j'ai été agréablement surpris et frappé par l'engouement et la passion des intervenants à vouloir parler du sujet et en débattre, de sorte que la table ronde aurait pu durer beaucoup plus qu'1 heure. Donc d'abord, on va faire en 2 parties. D'abord, un petit rappel de ce que nous, on a étudié dans notre rapport avec Arnaud et Jérôme sur un peu les freins qu'on voit dans l'écosystème et les paradoxes et les nouvelles solutions ou les modèles qu'on pourrait amener. Et dans un deuxième temps, on aura plus une table ronde avec les intervenants qu'on présentera ensuite sur comment eux le vivent, quels sont leurs retours d'expérience.
Donc, je vais me tourner d'abord vers l'autre Arnaud, Arnaud Delatour, pour rentrer dans le sujet. Est-ce que tu pourrais nous présenter dans ce que nous on a creusé en fait avec les startups, les investisseurs, les frictions qui ressortent un peu au long de la chaîne d'investissement, et aussi les différents paradoxes qui nous laissent espérer qu'il y a quand même des solutions et qu'on pourrait y arriver. Ok, on a combien de temps avec Jérôme là ? Là, vous avez 5 à 10 minutes chacun. Ok. On garde du temps pour ensuite tous les intervenants parce que le débat est passionné. Non, bah ça va, j'ai le timing en face. Effectivement, les frictions, alors il y en a certaines qui sont communes à la tech en général, aux startups. Ça fait quelques temps qu'on parle en France des méga levées de plusieurs centaines de millions d'euros. Bon, on voit qu'il y en a eu plusieurs ces derniers temps, donc c'est peut-être moins un frein. Mais voilà, il y a quand même un sujet pour avoir des fonds qui ont en gestion plus d'un milliard, etc. Et ce sujet est peut-être encore plus important pour la deep tech, où finalement ces fonds-là, c'est des fonds c'est des fonds qui sont un petit peu des fonds traditionnels et qui vont peut-être pas aller prendre les risques qu'il y a dans la deep tech. Donc voilà, c'est la première chose. Après, il y a d'autres sujets où là, c'est peut-être plus spécifique à la deep tech. Par exemple, cette sorte de passage difficile entre les financements publics par les laboratoires, par les subventions, etc., notamment de Bpifrance, où là, on va rechercher finalement... On a des histoires qu'on raconte qui sont totalement différentes des histoires qu'on va raconter à des VC. Donc ce passage on cherche des subventions on va chercher à lever de l'argent auprès d'un VC privé. Voilà, ça c'est assez compliqué. Après, on voit aussi des petites frictions, par exemple en termes de staffing des équipes des fonds d'investissement qui se lancent dans la deep tech, qui ne sont pas dans le sujet depuis des années. Parce que on va pas avoir des métriques un peu faciles à identifier. Il va falloir aller quand même creuser dans la techno, aller comprendre vraiment dans le détail. Et donc, c'est pas des choses qui sont forcément à la portée de tout le monde. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut être assez compliqué. À côté de ces frictions, du coup, on a identifié ce qu'on appelle des paradoxes qui laissent penser vraiment qu'il y a une amélioration assez nette à faire. Et donc, je pense que ça va être aussi l'objet de la discussion, de voir comment on peut améliorer les choses. Donc, un de ces paradoxes, c'est on va dire, peut-être un paradoxe de risque, puisque souvent, ce qu'on entend, c'est la deep tech, c'est trop risqué. Donc, on ne va pas y aller, on va se concentrer sur des modèles un peu déjà établis dans le digital, etc. Et notre conviction, c'est qu'en fait, c'est encore plus risqué de ne pas investir dans la deep tech pour deux raisons. La première étant que, oui, on risque de passer à côté des plus grosses opportunités d'investissement qui vont arriver dans les prochaines années. D'autant plus, encore plus si on se dit que les modèles commencent à être bien rodés dans le digital et donc que les gains faciles sont déjà faits. Mais aussi parce que en n'étant pas exposé du tout à la deep tech, en fait, on risque de passer à côté non seulement des belles opportunités, mais aussi des tendances, et du coup de ne pas voir un peu les disruptions qui pourraient affecter son propre portfolio. Donc voilà, il y a ce double risque qui fait que, d'après nous, c'est vraiment encore plus risqué de ne pas investir dans la deep tech. Un autre paradoxe, c'est peut-être celui de l'état d'esprit des VC, où si on considère le modèle originel, on va dire, du VC, c'est vraiment ceux qui vont être capables de faire des gros paris, de prendre des risques que les entreprises classiques ne sont pas prêts à prendre. Donc faire ce genre de paris. On est un petit peu tombé aussi avec la maturation de l'écosystème tech dans plutôt une gestion du risque où on ne va pas prendre des gros paris, mais on va plutôt investir dans plein de startups qui suivent des modèles bien établis. Donc voilà, et la deep tech finalement est vraiment une opportunité de revenir à cet esprit originel du venture capitaliste. Après, il y a peut-être un troisième paradoxe qui est la différence entre les barrières d'investissement qui sont en train de tomber vraiment dans la deep tech. Donc le fait que
aujourd'hui, que ce soit la culture entrepreneuriale dans l'académique, que ce soit la possibilité de faire des prototypes dans pratiquement toutes les technologies, pas autant que dans le software, mais voilà, on peut commander de l'ADN en ligne, on peut même l'imprimer rapidement si on achète une imprimante de DNSCrypt. Donc voilà, il y a vraiment les barrières d'entrée qui tombent. Mais par contre, ça reste difficile de lever de l'argent pour un fonds dans la deep tech. Donc la barrière à l'entrée, elle n'est pas encore vraiment tombée à ce niveau-là. Et le dernier paradoxe, qui est peut-être une conséquence de tous les autres, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent disponible, de dry powder, d'argent disponible dans le système financier, mais que en particulier deep tech continue à avoir du mal à lever, en particulier en France. Donc voilà, c'est pour ces différentes raisons qu'on s'est dit, ok, c'est vraiment important de travailler sur l'histoire, de créer un imaginaire commun pour fluidifier justement l'investissement sur toute la chaîne de valeur, entre les startups et les VC, mais aussi entre les VC et les LPs. Donc c'est très bien que cette table ronde ait lieu, puisque c'est l'occasion de faire ce travail. Merci Arnaud. Et donc là, on comprend un peu l'état des lieux, des frictions, des paradoxes. Sur Jérôme, ensuite, si on avait un modèle ou peut-être un fonds d'investissement type idéal Deep Tech VC, comment on pourrait le décrire, à quoi il ressemblerait? Ça, c'est une super question à poser à un consultant qui n'a pas besoin de le faire, n'est-ce pas Arnaud? Petit clin d'œil pour ceux qui sont vraiment dans le bateau. Alors peut-être pour reprendre ce qu'on entend de ceux qui y arrivent ou qui essayent d'y arriver, je pense qu'il y a vraiment deux choses qui ressortent. Il y a les compétences nécessaires et l'horizon de temps et l'approche, c'est-à-dire qui vont ensemble. Les compétences, peut-être d'abord, je pense que ça fait écho à ce que tu disais Arnaud, c'est qu'il n'y a pas de martingale, il n'y a pas encore de martingale digital qui est un peu de plus en plus by the book. Et donc, ça nécessite une compétence scientifique, en fait, et d'analyse et de coaching qui est presque spécifique. Autant le digital, je vais peut-être m'attirer les foudres de mes collègues, mais c'est devenu du prêt-à-porter. Sur la deep tech, on est quand même encore dans du à façon. Et donc ça implique d'être capable de tailler le costume qu'il faut à la bonne venture et de lui trouver la bonne personne pour le porter. Et je pense qu'à son tour, ça veut dire que les compétences qu'on voit, c'est des compétences d'analyse, de maturité scientifique, d'analyse de débouchés marché avec des business models qui ne sont pas déjà forcément existants, et d'aller au-delà des modèles mathématiques sur taux de retour sur investissement standard. L'autre chose aussi qu'on voit, et ça je pense que ça va être exploré par nos participants qui le vivent au quotidien. L'autre chose qu'on voit, je crois, c'est sur les horizons de temps et le mindset. Tu disais qu'il y a un paradoxe, c'est sur le risque, que la deep tech, c'est risqué. Alors c'est vrai d'une certaine façon, parce que le digital, encore une fois, c'est quelque chose qui a un gros risque marché, disons, mais un faible risque technologique. Parce que fondamentalement, on finit par aller sur le cloud. Et ce n'est pas comme s'il y avait des innovations algorithmiques toutes les 3 semaines. En revanche, dans la deep tech, le marché et la technologie sont relativement incertaines. Parce qu'il faut prouver les choses, on le sait bien. On est souvent dans le physique, 9 cas sur 10, en plus du digital. Et donc ça veut dire que les investissements initiaux sont souvent plus forts, en fait, au début. Ils sont souvent plus forts. Et après, ce qui est la bonne nouvelle, ce qu'on a vu dans notre rapport, c'est que contrairement au digital, où en fait on continue d'investir pour acquérir de la part de marché en achetant le client et la pénétration marché, en fait, on a la possibilité d'être sur des véritables produits qui donc vont avoir des courbes de cash plus traditionnelles par rapport à l'industrie, donc qui nécessitent moins d'investissement plus tard. Mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que le ticket d'entrée initial est potentiellement est plus important. Et comme le ticket d'entrée initial est plus important, on va vouloir le dérisquer. Donc ça, c'est le point compétence. Mais ça veut aussi dire que les fonds doivent être plus gros. Parce que si on n'a pas une taille critique de l'ordre de 150, 300 millions, enfin on va en reparler peut-être, vite on va se diluer. On ne va pas pouvoir supporter vraiment des choses et puis après on ne pourra pas suivre.
C'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que comme on est sur des horizons de temps, on n'est plus sur de la recherche fondamentale de l'ordre de 10 ans et plus. On est quand même sur des horizons de temps, en étant agressif, de l'ordre de quelques années pour un prototype, enfin 1 ou 2 si on est vraiment agressif, et puis après 3, 5 ans, voire plus, pour avoir une vraie solution industrielle. Ça veut dire que la structure d'accompagnement, elle doit être évolutive potentiellement, et on sort des grilles traditionnelles, seed, VC, growth, enfin les trucs typiques qu'on connaît bien dans le digital parce qu'on s'est habitué à ces courbes de croissance très rapides. Donc je pense que ça a aussi des impacts sur le type d'actifs, la durée de détention, voilà, tous les horizons de temps et le mindset qu'on a, qui est plus long terme. Sur la partie, donc ça c'est les principes un peu de l'investissement, plus sur l'écosystème. Là-dessus, qu'est-ce que tu vois en termes d'axes d'amélioration ou ce sur quoi il faut mettre l'accent? Ouais, alors encore une fois, avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'est qu'un cabinet de conseil, je fais que reproduire ce qu'on a vu dans le rapport. Effectivement, il y a tout un ensemble d'acteurs. Hein. Si on pense au LP, ensuite les fonds eux-mêmes, si on pense aussi évidemment aux startups elles-mêmes, aux ventures, et puis aux corporates, en fait, je pense qu'il y a des évolutions un peu partout. Pour les LP, déjà, il y a une notion d'éducation. Encore une fois, je me réfère au paradoxe que Arnaud mentionnait. Il y a beaucoup d'incompréhension. D'ailleurs, même le terme de deep tech, c'est presque européen, hein, parce qu'aux États-Unis, ils n'utilisent pas forcément ces termes-là toujours. Et faire comprendre ce que c'est, et surtout que c'est moins finalement une question de technologie qu'une question de positionnement sur le besoin fondamental sur lequel il y a un blocage technique aujourd'hui qu'on ne peut pas dépasser. Et si on arrive à trouver une solution technologique à un problème fondamental qu'on n'arrive pas à résoudre au-delà sans la deep tech, alors on a gagné. Et ça, c'est une conception, je pense, qui passe d'une logique d'investissement. J'ai de l'argent, je l'investis. Quel est le fonds qui a un bon track record et je suis un follow the money un peu, à une notion de quel va être le fonds qui va être sur les bonnes thèses qui correspondent à des vraies tendances sociétales et industrielles et qui va avoir un track record non pas statistique, mais d'accompagnement de sujets fondamentaux. Et donc ça, on le voit nous au niveau du BCG, puisqu'on intervient par exemple avec des acteurs comme Blue Bear Ventures basés aux États-Unis, où on fréquemment, enfin tous les mois, tous les 2 mois, on a des séances d'éducation vis-à-vis des LP. Hein. On s'est retrouvés devant des family office, des gros acteurs de corporate qui ont des CVC, des sovereign funds, et on démystifie la deep tech pour parler de ces paradoxes en disant non, ce n'est pas forcément plus coûteux et plus risqué, mais ça nécessite des compétences que vous allez devoir trouver chez les bons VC. Ce qui amène mon peut-être deuxième point, c'est les VC eux-mêmes. Certes, il faut qu'ils s'outillent, mais aussi il y a peut-être des modèles de financement plus larges, enfin des durées plus larges, voire des classes d'actifs différents qu'il faut avoir. C'est frappant de voir qu'il y a des acteurs comme Temasek, par exemple, qui ne se définissent pas comme sur un moment du life cycle particulier, mais qui peuvent suivre du début jusqu'à post-10 ans. Ça ne les dérange pas, fondamentalement. Et donc, ce qu'on anticipe, c'est que des fonds plus de type Evergreen ou le fonds 2050 ou des fonds un peu plus atypiques, alors certes dans le digital comme Close Loops, mais qui ont des classes d'actifs différentes qui permettent de swapper entre equity, debt, etc., qui sont des modèles qui donnent plus de flexibilité pour durer plus longtemps en accompagnement sur les ventures. On voit ça comme quelque chose qui peut avoir beaucoup d'intérêt. Et puis ensuite, sur les ventures elles-mêmes, évidemment, le syndrome du marteau qui cherche des clous, ou le clou qui cherche un marteau, enfin bref, toutes les combinaisons possibles et imaginables, c'est d'autant plus présent dans la deep tech parce que souvent, ça sort qui essaye de trouver son débouché. Et donc, l'accompagnement de la venture pour qu'elle ait vraiment un débouché marché et qui est le bon product market fit est essentiel. Et là, on voit plusieurs modèles. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, des flagships
qui adossent à leur fonds des incubateurs extrêmement, avec beaucoup de succès, hein, CF, Moderna et autres. Et où, en fait, quand on regarde leur structure, ils ont ce mix d'identification des tendances marché et aussi d'incubation, et ils vont jusqu'à agressivement placer des gens équipés, outillés en termes de staff, la venture. Donc je pense que ça, c'est quelque chose où, si ce n'est pas des liens plus rapprochés avec des incubateurs, c'est potentiellement même son propre incubateur qui est adossé à certains fonds qu'on pourrait voir. Encore une fois, c'est des pistes. Et puis, pour finir, parce que je vois qu'on est bientôt à l'heure, on intervient beaucoup au niveau du BCG avec des corporates. Je l'ai mentionné pendant mon introduction. Donc, on a toute une activité de connexion des corporates avec l'écosystème pour lancer des ventures et ce qu'on appelle notre offre réacteur. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ces réacteurs qu'on fait dans plein de domaines, hein, ça peut être dans la biopharma, ça peut être dans les sciences de la vie, ça peut être dans l'énergie, les produits manufacturés, etc. C'est qu'en fait, les corporates sont friands de se connecter à l'écosystème Deep Tech, mais, et c'est un gros mais, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas forcément faire, parce que, c'est quand l'interconnexion des technologies, la convergence des technologies pour arriver à une solution fait qu'on n'est pas dans un partenariat 1 pour 1 entre le corporate et la venture, mais c'est 1 pour N. Donc, on pense par exemple à la chaussure Adidas qui va bientôt sortir, Circular Loop, qui est un consortium d'une dizaine d'acteurs avec Adidas qui a collaboré là-dessus parce que ça touche toute la chaîne de valeur. Ce n'est pas évident à faire pour un corporate parce qu'il y a toutes les problématiques d'IP, de partage de la valeur, d'operating model auxquelles ils ne sont pas habitués. Et ça, je pense qu'il y a un vrai rôle pour l'écosystème de travailler avec les corporates. Oui, j'ai dépassé mon temps, Arnaud. Et il est subtil, hein, vous avez vu, il va se rapprocher maintenant. Ouais, oh là 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 là, bon, j'arrête. Et l'autre chose, c'est est-ce que les ventures, elles doivent être, il y a un problème boucle d'or, hein, ni trop chaud, ni trop froid dans la bonne venture. Si on arrive avec un produit qui est déjà clafté, qui est déjà fini, ben, potentiellement, ça ne marche pas pour le corporate. Mais si on arrive juste avec une techno qui n'a pas de produit, ben, le corporate, il peut vous envoyer aussi un peu à droite et à gauche et vous n'êtes pas aussi pertinent. Donc, bien cibler le moment où parler avec les corporates est important. Voilà, j'arrête. Merci Jérôme. Non, juste 30 secondes parce que je t'entends parler de démystifier. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de tous les aspects techniques, l'histoire qu'on se raconte autour de la deep tech, c'est vachement important. Et je pense que nous, on a peut-être eu un rôle, et on a peut-être été fautifs. Au début, quand on parlait de deep tech, il y a 4 ans, avec nos premiers rapports aussi, c'était la deep tech, c'est long, c'est risqué, ça coûte cher. Aussi pour bien faire comprendre à tout le monde qu'on ne pouvait pas appliquer les modèles du digital traditionnel, j'entends, pas de l'AI ou des choses comme ça, à la deep tech. Mais maintenant, en fait, on s'en mord un peu les doigts parce que, bah, voilà, on essaie de dire, bah non, ça coûte cher au début, mais peut-être pas sur tout le cycle de vie de la startup. C'est long, mais en fait, le Lean Startup, maintenant, on peut l'appliquer dans tous les domaines, pas que dans le digital. Et donc, en fait, les cycles d'innovation, on peut vraiment les raccourcir. Enfin, Lilium, ils ont gagné les Tomorrow en 2015. C'était une bande d'étudiants. Maintenant, ils sont en train de lancer leur première infrastructure avec des avions volants. Ils ont des contrats de 1 milliard, donc ça va vite aussi. Et le côté risqué, encore une fois... on peut aussi dérisquer, être très bon à dérisquer en identifiant vraiment les quelques risques importants et en les dérisquant dès le début. Enfin, c'est aussi le côté agile qui rentre là-dedans. Donc voilà, c'est pas si long, si risqué et si cher. Si on s'y prend bien. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai demandé au reste du panel de monter sur scène et on va faire un petit tour de table. Donc, Mathieu, Emmanuel, Jean-Luc, Célia, Florian. On n'a pas attribué de chaises. À la base, on pensait être tous les 8 sur scène. C'est pour ça. Très bien, fille, garçon, ça fonctionne. Bon, on peut commencer par les filles d'abord. Bonjour, Emmanuel Depont, je suis venture partner chez Go Capital, une société de gestion qui investit en early stage dans le Grand Ouest, uniquement dans des boîtes techno, dans le domaine du life science, de l'IT et aussi des énergies renouvelables. Okay. Bonjour, Célia Hart, je suis General Partner chez Supernova Invest, donc une société de gestion qui investit dans des sociétés deep tech sur la France et en Europe et qui a à peu près 450 millions de gestion.
Et bonjour, Jean-Luc Moulet, je suis directeur général délégué au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. En 2 mots, le CNRS, c'est 10 000 chercheurs, c'est 10 000 également ingénieurs et techniciens qui travaillent tous dans la recherche et répartis dans un peu plus de 1000 laboratoires sur le territoire national. Mathieu Replin, je suis Investment Manager chez Airbus Ventures, qui est également une société de gestion basée aux États-Unis. On opère sur des investissements early stage deep tech, avec un mandat qui est global. Donc on investit à la fois aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et Florent Hillin, directeur général de Safran Corporate Ventures, donc en charge de tous les investissements de Safran dans les sociétés technologiques en minoritaire. Merci à tous. Donc, on va organiser cette table ronde en 3 moments qui font un peu le fil de la vie de la venture ou de l'investissement. D'abord, petit retour sur la partie laboratoire, la jeunesse de la deep tech. Ensuite, plus un point de vue, la deep tech vue par les investisseurs. On va essayer de finir un petit peu aussi la perspective sur les LPs, qui sont aussi un point de friction. Je me tourne vers Jean-Luc d'abord, où effectivement la deep tech, c'est à l'origine sortie des labos. Et avec la casquette CNRS, est-ce que déjà tu peux nous expliquer comment, en tout cas de ton expérience, vous accompagnez les équipes, les chercheurs pour transformer un article scientifique en quelque chose qui devient une équipe, un projet investissable à la sortie du CNRS? Ok. Alors, j'ai rappelé la taille du CNRS, tout ça pour mettre en relation avec la volumétrie du nombre de startups qui se créent tous les ans à partir du CNRS. Il y en a entre 80 et 100 tous les ans, et ça depuis le début des années 2000. C'est-à-dire que si on fait les maths, on a une expérience d'à peu près 2000 startups qui ont été créées à partir des laboratoires CNRS. Donc 2000 startups deep tech, avec chacune forcément des histoires différentes. Et donc c'est difficile d'être d'avoir un profil type. Ceci étant, en caricaturant un petit peu, je dirais que sur la première décennie des années 2000, la mise en relation entre ces projets-là et la communauté des financeurs, elle se faisait essentiellement par un contact direct, plutôt aux côtés de business angels en premier temps d'ailleurs que de côté VC. Un peu plus rarement en sens inverse, c'est-à-dire avec des gens, des VC qui font la démarche d'aller dans les laboratoires, d'identifier les projets et vraiment de construire quelque chose avec un chercheur. Dans les années 2010, l'État a mis en place les SAT. Et en fait, les SAT, c'est une sorte d'intermédiaire, donc ça veut dire Société d'accélération et de transfert de technologie. C'est un intermédiaire entre les laboratoires et les investisseurs, avec une capacité d'investissement qui est assez significative. Et leur objectif dans la vie, c'est de prendre des projets vraiment issus du laboratoire et de les faire monter en TRL de manière à obtenir en général un prototype. Et pour ça, ils investissent de l'ordre de en moyenne entre 200 et 400 000 euros par projet. Donc c'est une capacité d'investissement qui permet d'avoir ensuite quelque chose qui est montrable à un VC, montrable à un investisseur, de manière à pouvoir engager une discussion, non plus sur une base de questionnement scientifique de la réalité du truc, mais vraiment sur une base de « Ok, ce prototype fonctionne, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, quelle va être l'adéquation produit-marché, quel business plan que vous allez me présenter, etc. » Et en fait, on s'est rendu compte, nous, au niveau des organismes de recherche, que ce n'était pas encore suffisant parce que la façon de rentrer dans les SAT, elle n'était pas simple. Et donc, on a ressenti le besoin de créer une opération spécifique qui s'appelle la prématuration, qui a pour objectif d'aller vraiment accompagner le chercheur dans sa démarche vers la SAT, de façon à ce qu'il puisse, à partir de son idée fondamentale, qui n'est ni plus ni moins qu'une thèse, comme ça a été dit, ou un papier publié dans Nature ou dans Science, pour citer les 2 grands journaux scientifiques. Donc être capable de transformer ça au moins en preuve de concept. C'est-à-dire on passe de l'idée à une preuve de concept tangible, et c'est sur la base d'une preuve de concept tangible comme ça que le chercheur est en mesure de toquer à la porte d'une SAT et de rentrer dans ce phénomène qui va l'aspirer d'abord vers une maturation et ensuite vers un financement par un VC. Voilà, donc ça c'est au niveau des process. Non, on a aussi la question culturelle finalement qui se passe. Et donc c'est le sujet de la transformation du chercheur en entrepreneur. Alors, c'est un peu caricatural cette façon de dire les choses parce que de base, un chercheur, lorsqu'il rentre au CNRS ou lorsqu'il fait sa recherche au CNRS, son objectif dans la vie, c'est faire de la recherche. C'est pas vraiment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, notre premier objectif à nous, c'est de leur dire, la recherche c'est bien, mais on peut aussi penser valorisation. C'est-à-dire quels sont les modes applicatifs qu'on peut tirer de cette recherche-là.
Et cette valorisation, elle va pouvoir se faire en premier lieu par un transfert direct auprès d'une entreprise existante, transfert de technologie classique, et puis en second lieu, elle peut aussi intervenir par votre start-up. Et là, on se rend compte que ces chercheurs, finalement, ils ont un mindset qui est très orienté recherche scientifique, c'est normal, et ils sont sans doute bourrés de qualités, mais ils n'ont pas nécessairement les qualités intrinsèques qu'un VC va rechercher pour avoir un CEO d'une boîte qui se crée. Et donc, il y a un travail d'acculturation qui est à faire. Alors, on a fait chez nous, au travers d'un projet qui s'appelle RISE, enfin, qui permet d'accompagner une trentaine de porteurs de projets par an. Donc, ce n'est pas énorme comparé au volume dont j'ai parlé précédemment. Et l'idée, c'est, par rapport à ces gens, de leur inculquer quelques notions de base de ce que c'est qu'être entrepreneur. C'est-à-dire parler études de marché, parler business plan, leur apprendre à faire des entretiens clients, leur apprendre à faire des pitchs devant des investisseurs, les accompagner pour cela. Et puis aussi parler structuration d'équipe, leur faire comprendre qu'eux-mêmes ne sont pas nécessairement le futur CEO de la boîte, mais ils sont plutôt directeurs techniques, directeurs scientifiques ou conseillers, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui permet ensuite de faciliter la mise en relation avec la communauté des financeurs. Voilà, je vais peut-être terminer avec 2 exemples pour dire que on n'est pas nécessaire, enfin, toutes les boîtes ne sont pas au même niveau dans leur de maturité dans leur discussion avec des VC. Je prends 2 exemples extrêmes. Le premier, c'est Alice et Bob, qui commence à être bien connu maintenant, qui est une start-up du monde quantique qui fait des qubits autocorrecteurs d'erreurs. Alice et Bob, lorsqu'ils ont été investis par Elia et par Braga, ils n'avaient pas de produit. Ils étaient vraiment à un stade scientifique et leur premier objectif, à partir d'une équipe scientifique qui tient la route, c'était de continuer la science de manière à monter, non pas en TRL, mais vraiment arriver à montrer qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils font. Ça, c'est un exemple un peu extrême. Et à l'opposé, je veux dire, prendre un autre exemple qui est BioInspire, par exemple, qui est une start-up qui fait des éco-catalyseurs à base de produits naturels. Où là, c'était le contraire, c'est-à-dire que la chercheuse avait complètement été en mesure de démontrer, d'avoir des prototypes en main et de démontrer la fiabilité de ce qu'elle prétendait faire. Et son sujet, c'était le déploiement industriel. Et donc là, son sujet, c'était ça, et le nôtre, c'était de lui coller une équipe de gestion qui tienne bien. Et donc là, on travaille avec TechnoFounders en particulier, de façon à faire vraiment ce matching entre des compétences scientifiques et puis des compétences managériales, et l'argent qui va avec, de façon à créer une start-up deep tech en l'occurrence. Merci Jean-Luc. Et on en a parlé aussi dans la préparation, quand on compare avec ce qui se passe au-delà de TechnoFounders en France, aux US, on a SOSV qui s'adosse à des incubateurs pour bien préparer les ventures à être investissables, en tout cas bien les accompagner sur le pitch et la réflexion. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait continuer à faire en France. Maintenant, si on prend le point de vue des investisseurs, où en fait on a 4 autres investisseurs autour de la table, il y a un peu une question de comment les investisseurs reçoivent les pitchs des ventures, quelles sont un peu soit les frustrations ou les problèmes qu'ils voient. Je me tourne déjà vers toi, Florent, où quand on avait un peu préparé, tu m'évoquais effectivement, c'est pas toujours c'est des scientifiques qui présentent leur tech, et c'est une solution, juste une solution. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, comment tu l'as ressenti, comment tu le vois? C'est effectivement un des plus gros soucis, je pense, sur la deep tech. Et justement, ça s'oppose un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, ce que disaient Jérôme et Arnaud, où si on construit un logiciel du SaaS, par exemple, on a déjà la destination. En fait, on a l'application, on va dire, je vais faire un SaaS verticalisé, de paye en ligne, extrêmement optimisé, etc. Et c'est pas ce qui se passe quand on sort d'un labo, c'est qu'en fait, on a souvent une tech, on a souvent une technologie. Et moi, je suis incroyablement chaque jour surpris de la qualité des technologies qu'on a en France, qui sont en plus bien protégées. Il y a quand même une maturité qui est montée sur le fait que les brevets sont déposés, etc. En revanche, il y a souvent ce syndrome du couteau suisse. Et voire même, je ne vais pas les citer ici, mais certaines startups qui deviennent presque des emblèmes, des allégories de ils ont une technologie incroyable, ils pourraient tout faire, mais que faire du coup? Parce que justement, dans un monde de rareté du financement, de difficulté à se faire financer, on ne peut pas adresser 5 marchés différents en même temps. Il faut trouver le bon fit, le meilleur endroit où aller rapidement
où très rapidement on peut démontrer des choses et avoir du revenu, mais aussi que la tech puisse maturer. Et c'est pas en attaquant 5-6 verticaux différents qu'on arrive à ça. C'est là où évidemment que alors je prêche pour ma paroisse, mais où les corporate ventures peuvent jouer un rôle, parce qu'effectivement, du coup, parce qu'il y a ce rationnel stratégique qui est quand même important, on peut amener une startup justement à choisir un domaine d'application parmi 3, et on co-investit souvent avec d'autres stratégiques, d'autres corporate ventures. Mais c'est quand même un choix à faire de s'engager sur une période de 3 ans de développement, monter en TRL, monter en maturité technologique et se focaliser. En fait, c'est vraiment ce sujet et le pire qui puisse arriver à une très belle, on va dire, et jeune société deep tech, c'est le syndrome solution cherche problème. Et c'est de ne pas avoir trouvé exactement l'endroit où ça clique, l'endroit où ça part. Et je pense que les investisseurs purement financiers le diront tout aussi bien, c'est quand même ce que cherche un investisseur. C'est-à-dire que la prise de risque, elle est quand même liée à un début de courbe, à un début de signaux forts. Et à mon avis, c'est sans doute un des points les plus importants au tout début des stades de maturité d'une société, c'est de réussir à trouver les bonnes choses. Et d'ailleurs, c'est vrai dans n'importe quelle startup. Moi, j'étais VC généraliste avant. Et la hantise, même sur un logiciel de SaaS, c'était ce que j'appelais le pipeline à 30%. C'est-à-dire d'avoir des clients, une liste de clients, de 50 clients qui sont tous à 30% de probabilité de convertir. En fait, en vrai, un pipeline à 30%, c'est un pipeline à 0%. C'est malheureusement ce qu'il faut, c'est avoir les 3-4 premiers believers, les premiers croyants qui vont véritablement emmener la société vers le haut et l'aider à passer cette première phase de maturité sur les 3-4 premières années. Ouais. Merci. Donc là, on comprend un peu quel est le pitch qu'on attend en tout cas et comment on va pouvoir convaincre les investisseurs. Si on prend plutôt la casquette investisseur, comment je m'équipe, je vais me tourner vers Célia. On en parlait avec Jérôme dans le rapport. Il y a un sujet d'être problem-oriented, d'être multisectoriel. Comment toi, Célia, tu peux nous parler un peu de ton expérience, ton vécu, de quelles sont les compétences nécessaires pour investir dans la deep tech quand tu as un fonds deep tech ici? Oui, absolument. Donc, elles sont nombreuses, ces compétences. Bon, on va retrouver bien évidemment une compréhension du marché, concurrence, etc., qu'on va avoir chez tous les VC. Mais je pense que ce qui peut-être différencie le côté deep tech, et ça a été très largement dit déjà, c'est le contenu technologique des projets qu'on va avoir devant nous. Et non seulement il faut comprendre, avoir les clés de lecture de la technologie, de l'IP, mais comme Florent l'a dit très justement, c'est qu'il faut comprendre comment à partir d'une technologie, on trouve le bon applicatif qui résout le bon problème. Et cette articulation, elle n'est pas simple parce qu'on est souvent en face de ce qu'on appelle des technologies transverses, où il y a vraiment des possibilités applicatives qui sont multiples. Et nous, en tant que VC, dans la deep tech, on est obligé en fait souvent d'avoir beaucoup de discussions avec les entrepreneurs. Et ça nous arrive, je dirais fréquemment, peut-être même quasiment toujours, d'investir sur un business plan qui n'est pas celui qu'on nous a présenté au début. Parce qu'en faisant nos investigations, qu'on fait d'ailleurs pas seul, je précise au passage que nous, on a des clés de lecture, on a des compétences, mais après, derrière, il y a tous nos réseaux d'experts, toute la façon dont on est organisé pour mener ce type de travaux. Mais disons que souvent, on est amené à revisiter quelle est la première application, le premier applicatif qu'on va vouloir adresser. Donc ça, je pense que c'est un premier élément qui fait que c'est assez différent et qui fait que c'est assez long, même en travail préparatoire avant l'investissement, de faire de l'investissement deep tech. Et il y a un deuxième élément qui, pour moi, est de nos jours, je me concentre sur les choses qui nous différencient. Il y a un deuxième élément, pour moi, qui me semble assez important. Et je ne m'en suis pas rendu compte pendant pas mal de temps, peut-être parce que je viens moi-même de l'opérationnel, c'est qu'on passe beaucoup de temps à travailler les feuilles de route, c'est-à-dire à comprendre comment on développe un produit, d'ailleurs, quelle feuille de route. Et quand on parle de feuille de route, c'est à la fois de choisir la bonne, mais c'est au sein de cette feuille de route de se dire mais comment est-ce que je vais mitiger mes risques, c'est-à-dire identifier les risques, comment je vais les réduire, comment je vais les contrôler, et puis comment je vais aussi accélérer cette feuille de route en faisant du product market fit, en faisant du design to cost, du design to manufacture. Donc anticiper toute une série de choses
qui font qu'on va essayer le plus possible de dérisquer le projet le plus tôt. Et ça, c'est très important parce que si ça ne fonctionne pas, il vaut mieux le savoir vite en ayant investi peu d'argent. Et ça, c'est un enjeu qui est assez majeur pour nous. C'est d'arriver à savoir assez tôt, post-investissement, si la technologie va effectivement se traduire dans des produits qui seront aux spécifications attendues du marché. Donc une fois que vous avez dit ça, vous vous rendez compte que ça ne va pas vous surprendre que les investisseurs deep tech, en tout cas c'est le cas chez Supernova Invest, on est tous ingénieurs, chercheurs, docteurs, pharmaciens, etc. On est tous passés quasiment par l'industrie ou la start-up. Et on a tous évidemment une compétence financière assez prononcée. Et de nouveau, ça, je dirais que c'est le point de départ, parce qu'après, on travaille évidemment avec nos réseaux pour appréhender les différents sujets qui se présentent à nous, qui en plus, pour complexifier les choses, un projet n'est jamais le même qu'un autre, il n'y a pas de recette. Donc il faut être assez agile dans sa façon de penser, de travailler, et il faut être assez modeste aussi. C'est-à-dire il faut soi-même apprendre, questionner la façon dont on apprend, trouver les bons experts. Et puis donc c'est un travail qui demande quand même beaucoup d'assiduité. Merci Célia. Peut-être Emmanuel, quand on avait préparé la table ronde, tu faisais écho à ce que disait Célia en parlant de c'est un travail laborieux. D'accompagner, c'est difficile et ça demande beaucoup d'investissement. Et tu parlais aussi des poches de SAT éventuellement nécessaires. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui. Alors, effectivement, dans l'échelle des différents fonds, et Mathieu tout à l'heure expliquait la variété finalement de modèles de financement, en fait, dans l'écosystème des fonds d'investissement, les fonds qui font de l'early stage et du deep tech sont vraiment les laborieux de l'étape et sont vraiment perçus comme étant ceux qui sont sur un segment de marché extrêmement complexe. Je pense qu'il faut vraiment le rappeler. On fait quand même rêver pas grand monde. Et donc, on met énormément de choses, et Célia l'a très bien dit, en fait, on met énormément de choses dans l'analyse des dossiers. Parce qu'on est tous plus ou moins des passionnés de technologie, on est tous extrêmement curieux parce qu'on a cet ADN scientifique au départ. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est effectivement la maturité à laquelle en fait, les dossiers nous arrivent. On a un peu des intangibles nécessaires sur le profil en fait, du projet pour que ça devienne une société dans laquelle on puisse investir. Et très souvent, l'ensemble en fait, finalement, des attendus ne sont pas là. Ce qui est une difficulté, ce qui nécessite de travailler, comme l'a dit Célia, parfois longtemps, de manière extrêmement proche avec les scientifiques pour essayer de les aider à configurer un produit, une solution qui correspondra à un besoin, ce besoin à un marché, mais ce marché est-il adressable ? Et la question de marché adressable est toujours la question finalement compliquée, parce que des études de marché, on peut en faire, mais malheureusement, à la fin de la journée, le client qui achète, souvent, il est vraiment dans une toute petite niche et ce n'est pas évident de l'identifier. Donc les projets qui nous arrivent sont souvent passés par les SAT ou par les OTT. Et on est nombreux, en fait, dans cette activité de VC Deep Tech, à être présents dans des différents comités, alors, soit d'investissement, enfin, c'est d'une SAT à l'autre, les dispositifs sont différents, pour, en fait, aider les SAT aussi à mettre le plus de moyens possible sur des projets qui semblent extrêmement ambitieux, extrêmement porteurs. Mais il y a aussi des moyens qui parfois sont quand même trop limités et nécessitent soit que des fonds et des poches spécifiques en pré-création de société pour accompagner cette maturation jusqu'à un prototype ou un MVP pour aller tester le marché. Et on commence à voir aussi des opérateurs un petit peu différents qui commencent à se structurer pour venir en fait combler ce gap. S'agit-il que ces opérateurs en fait trouvent une place qui soit cohérente dans l'ensemble de la chaîne de valeur? Mais je pense que dans les 2-3 années à venir, en fait, on va voir émerger des financeurs un petit peu différents sur ces activités très spécifiques Deep Tech. En tous les cas, moi, je l'appelle de tous mes voeux. Merci. Rapidement, un petit point, on parlait aussi de... Là, on aide à construire le dossier, à trouver les financements, éduquer et faire ce travail d'évangélisation. On parlait aussi de comparaison avec le digital. Certes, c'est facile, enfin, peut-être plus facile, mais de faire un SaaS ou autre. Toi, Florent, tu nous expliquais dans la préparation qu'avant, tu avais un peu cette grille magique de Magic Numbers qu'on n'a pas du tout dans la Deep Tech, ni les mêmes jalons. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, juste pour
nous éclairer là-dessus sur c'est pas facile de lire. Effectivement, c'est vrai, ouais, quand on regardait des sujets de SaaS ou même de marketplace, on avait véritablement une grille qui sont celles qui sont utilisées par même les VC de la côte ouest, où il y a des nombres magiques de churn, de grosse margin, de croissance annuelle, qui ne s'appliquent pas du tout sur le monde de la deep tech, absolument pas. Et donc du coup, c'est ce qui vient d'être dit, hein, c'est que du coup la grille de lecture, elle doit être différente, elle doit être sans doute plus fastidieuse, je suis assez d'accord là-dessus, peut-être plus longue. Et ce que je rajouterais, c'est quand même une très très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que moi je suis surpris, il y a une vraie demande pour le coup de ces chercheurs ou de ces entrepreneurs dans la deep tech d'être accompagnés là-dessus. Véritablement de dire, oui, par exemple, ça m'est encore arrivé récemment, de dire, oui, j'ai envie d'avoir un board, un conseil d'administration qui va me guider, qui va m'aider à couper les branches, qui va m'aider à ne pas partir dans toutes les directions. Mais effectivement, c'est un travail, et on revient peut-être au cœur du capital risque, hein, d'ailleurs. Hein. C'est comme ça l'est dans la biopharma, par exemple, dans la biotech, qui est celui véritablement d'accompagner une prise de risque maximale et pas simplement effectivement une grille de chiffres assez facile à valider par n'importe qui a l'Excel, quoi. Au-delà de ça, on a la chance d'avoir deux noms, en tout cas de corporate. Après, en termes d'investisseurs, c'est sûrement différent. Mais Safran et Airbus, et notamment dans le domaine de l'aérospace. Là, je vais faire avec Florent à nouveau et Mathieu pour comparer un peu ces deux approches. Est-ce que, à nouveau, je me tourne vers toi, Florent, sur tout ce qui est spécifique à l'accompagnement de startups deep tech dans l'aérospace, on pense à la certification. Comment toi tu vois à la fois le rôle du corporate et aussi la façon de pitcher, en tout cas de répondre à la question, je suis un grand groupe, pourquoi j'irais investir dans cette startup plutôt que collaborer avec elle? Effectivement, c'est ce qu'on avait discuté dans la préparation, et Mathieu répondra encore bien mieux que moi là-dessus. C'est vrai que le modèle qui est celui de Safran Corporate Ventures est très, on va dire, dépendant de la stratégie du groupe. Et donc, du coup, il y a donc cette question du rationnel stratégique. Pourquoi est-ce que Safran, et c'est une question qu'on me pose systématiquement en comité d'investissement, pourquoi est-ce qu'on investirait dans cette startup? C'est très bien de l'avoir identifié dans cette technologie, cette deep tech, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas juste partenaire avec eux, et très bon partenaire, avec un contrat gagnant-gagnant et extrêmement créateur de valeur? Et en l'occurrence, je suis aussi en charge, en plus du venture, de toute la partie Open Innovation. Donc, c'est véritablement aussi dans mon périmètre de faire naître ces collaborations de long terme entre le monde extérieur, et notamment ces startups technologiques, et le groupe Safran. Et donc, c'est une vraie question à se poser. Pourquoi c'est pas la vocation d'un groupe coté qui construit des moteurs et plein de choses sur les avions, de faire cette prise de risque en capital, hein. Et ce que j'ai raconté effectivement dans la préparation, c'est qu'il y a un certain nombre de cas, assez nombreux, mais spécifiques, où effectivement, la raison pour laquelle un investissement pourrait se justifier aux côtés d'un investisseur financier et d'un autre, par exemple, stratégique, hein, et je suis investisseur avec Supernova, avec Go Capital, j'espère très bientôt avec Mathieu, avec Airbus, c'est pas du tout de brider le développement d'une société sur d'autres verticaux, sur d'autres sujets. C'est en revanche de lui permettre de passer ce qui est quand même une colline assez élevée pour une jeune société, qui est notamment dans le domaine de l'aerospace and defense, tout ce qui concerne la certification, le temps long, le volume faible. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est que si on regarde statistiquement, si je regarde le portefeuille de 12 lignes de Safran Corporate Ventures, dans énormément de sociétés, par exemple, on est avec l'automobile, avec un Faurecia, avec Renault-Nissan, avec Delphi, et très très souvent avec eux, parce que la complémentarité entre un temps plus court de mise de go-to-market, d'une technologie, des volumes plus forts, mais des marges peut-être potentiellement plus basses, et inversement, ce temps long, ce besoin de passer la montagne de la certification, c'est une complémentarité qui a du sens en fait. Ouais. Merci. Et alors, dans ce cas, Mathieu, qui a un modèle un petit peu différent chez Airbus, que tu peux nous en parler et peut-être donner
fonctionne. Alors avant de parler du modèle, je voulais juste réagir sur quelque chose qu'Emmanuel a prononcé, parce que ça m'a vraiment fait réagir. Tu disais, nous on fait des trucs, ça fait pas rêver. Et en fait, je suis pas d'accord du tout. Ça fait peut-être pas rêver sur le moment parce que effectivement, on est laborieux, c'est pas facile d'y voir quelque chose de chouette. Mais honnêtement, quand on regarde les portefeuilles, a posteriori, on a fait ce boulot en amont et quelques années plus tard, moi, il y a quand même assez peu de portfolio compagnies où quand on les regarde, on se dit ah, si, ça fait rêver. Donc, c'est juste un petit... je parlais des LPs et je parlais de l'ensemble de la communauté des fonds, incluant le GROS, le LBO, le retournement. Voilà. Et moi, je suis passionné de ce qu'on fait. Et donc, effectivement, on fait de l'early stage. On fait de l'early stage et je pense qu'on a quand même tous des super pépites dans les portefeuilles. Concernant le modèle, donc effectivement... comme Florent le disait, on a des modèles différents. Le modèle qui a été choisi pour Airbus Ventures, et j'y tiens, je dis Airbus Ventures consciemment, parce qu'Airbus Ventures n'est pas Airbus en fait. On a vraiment une approche qui est une approche de fonds d'investissement. Donc dans notre ADN, notre manière de fonctionner, on va vraiment avoir une approche qui est finalement celle d'un fonds de VC, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une particularité, c'est qu'on a une compétence qui est sectorielle. Et donc, de la même manière que Célia pouvait le mentionner, la plupart des personnes qui sont dans l'équipe sont des gens qui ont un passé dans l'industrie, des compétences, ils ont vécu des choses dans cette industrie et donc on va être capable, dans le cadre de l'accompagnement de nos portfolios compagnies, de les accompagner d'une manière qui est différente par rapport à un acteur qui serait vraiment purement financier, qui va piloter des KPIs et qui finalement n'a pas d'expérience terrain. Donc je pense que là, c'est un des grands différenciateurs et ça se ressent évidemment dans la manière dont on va conduire les due diligence, la manière dont on va finalement faire la première phase de, je ne sais pas quel est le mot en français, mais de dérisquage du projet. En fait, finalement, cette phase-là, elle va se conduire pendant la phase de due diligence où on va aller creuser beaucoup plus loin que ce que le feraient certains investisseurs, parce qu'on veut comprendre ce dans quoi on va investir. Et donc, c'est dans ce sens-là que voilà, on va être des laborieux, mais dans un sens qui est positif, parce que derrière, ça va nous permettre de faire des paris que d'autres n'auraient pas fait. Voilà. Et à côté de ça, donc, on va avoir finalement la rigueur financière et quelque part l'alignement d'intérêts aussi qu'on peut retrouver avec des investisseurs purement financiers, puisque la dimension stratégique, elle existe, mais elle passe vraiment au second plan par rapport à la dimension financière. Pour information, Airbus Ventures, par exemple, n'opère pas, n'investit pas d'un fonds qui est mono-LP, on a un fonds qui est multi-LP. Donc on investit l'argent d'autres acteurs qui, évidemment, ont des attentes qui sont financières. Merci. Justement, ça fait la transition avec la dernière partie de la table ronde qui est plus sur... Voilà, on a les startups qui prennent de l'argent des VC et les VC ils prennent de l'argent, ils vont chercher de l'argent pour faire des fonds au niveau des LPs. Et c'est marrant, même au sein du BCG, on a vite identifié que c'était un des gros points de friction en fait, à l'origine du capital. Et là-dessus, tu as parlé, Mathieu, d'être multi-LP. Est-ce que juste, tu peux nous parler de comment... c'est un problème ou une difficulté ou un chemin d'aller convaincre des LPs comme un fonds de VC, où c'est justement il y a le soutien de la marque Airbus ou autre. Est-ce que ça intervient dans ce cadre-là? Alors, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que en ce qui concerne Airbus Ventures, on a commencé dès le début à faire de la deep tech. Je ne sais pas si on appelait ça de la deep tech à l'époque, mais du coup, on a toujours évolué dans ce domaine-là avec un sponsor au début et d'autres acteurs qui l'ont rejoint. Et donc, pour moi, j'ai pas de recul sur les difficultés que pourraient avoir des investisseurs qui veulent se lancer dans la deep tech. Finalement, on a déjà un portefeuille, on a déjà un track record, et je pense que c'est un élément qui est extrêmement important pour des LP
qui veulent s'engager dans cette voie-là. Après, je peux comprendre que pour des gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience dans le domaine, ça puisse être compliqué. Et je me tourne vers Célia, où il y a les LP, mais en fait pour entraîner aussi l'ensemble du cycle d'investissement, il y a aussi tout un enjeu, et je pense que BPI a aussi son rôle à jouer dedans, de politique gouvernementale, en tout cas au financement. Est-ce que ça c'est important? Est-ce que ça tu peux nous en dire 2 mots? C'est fondamental, surtout que là, pour l'audience, on s'adresse quand même à des fonds deep tech early stage. Donc c'est des fonds qui font plus peur, il faut dire ce qui est, qui sont sur papier potentiellement moins rentables, quoi qu'on puisse en débattre. Et donc nous, on doit par contre convaincre. Donc BPI est essentiel, il est dans tous les fonds FNA de France par nature, par définition, mais donc il est vraiment essentiel sur le segment de l'amorçage, le FEI parfois également. Mais pour convaincre BPI, il faut déjà venir avec un socle d'investisseurs qui va crédibiliser la thèse d'investissement du fonds. Et souvent, ce socle d'investisseurs, ça peut être des investisseurs bancaires, mais souvent, c'est un socle d'industriels. Et même si ces industriels ne mettent pas forcément le plus d'argent dans nos fonds, en fait, ils sont très largement minoritaires sur des tickets assez petits, en fait, ils crédibilisent vraiment la qualité de l'équipe, la qualité de la thèse d'investissement. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est de comprendre les motivations qu'ont ce type de LPs, en tout cas dans les fonds early stage. Et de nouveau, leurs motivations ne sont peut-être pas les mêmes en late stage qu'en early stage, et ne seront pas les mêmes sur des fonds qu'on appelle monosectoriels ou multisectoriels. Donc chez Supernova Invest, par exemple, on est plutôt sur des fonds multisectoriels. C'est clair que des LPs qui vont chercher du deal flow et qui vont chercher à faire une espèce d'antichambre d'acquisition sont moins intéressés par des fonds multisectoriels. Nous, on a vraiment des LPs qui vont chercher, je dirais, une thèse d'open innovation. Et là, on rebondit sur ce qui a été dit dans l'introduction, c'est-à-dire aussi comprendre les signaux faibles, comprendre ce qui est en marge de leur cœur business, parce que souvent ils nous disent, bon, nous, notre cœur business, c'est bon, on le comprend bien. Par contre, nous, on veut comprendre ce qui est en marge, ce qui peut nous transformer, et ce qui peut donc être une menace ou une opportunité. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a des discussions extrêmement intéressantes avec ce type de LPs. Mais de nouveau, ça, c'est assez spécifique à notre positionnement qui est plutôt multisectoriel. Je pense que un Servier ou un Sanofi qui investissent dans un fonds pure biotech, c'est pas du tout la même logique. Merci. Je vais juste faire écho rapidement à un des paradoxes que Arnaud avait évoqué au tout début, qui étaient les barrières au financement. Et ce qu'on a vu dans les chiffres, c'est typiquement, en fait, ce sont les plus gros fonds qui attirent le plus de capitaux à nouveau. Et donc, il y a un effet un peu cercle vicieux où, en fait, là où on a de l'argent, c'est sur les plus gros fonds qui, eux, ne sont pas forcément à investir dans de la deep tech. Et les plus petits fonds ont, dans ce cas-là, plus de difficultés, un effet moutonnier, entre guillemets, à suivre ces grands noms. Ça, c'est quelque chose, Emmanuel, que toi, tu as aperçu, que tu confirmes et qu'il y a un frein dans... Oui, alors, on peut regarder en fait les statistiques du FEI, qui, en gros, reçoit tous les fonds européens qui cherchent à se lancer, en fait, adressent leur dossier au FEI. Ce qu'on appelle un first-time fund, qui en général est associé à un first-time team, ce sont des fonds qui mettent 3 à 4 ans à se lever. Et ils n'arrivent à se lever, comme l'a dit Célia, que si au départ, il y a ce qu'on appelle un seeder, c'est-à-dire au moins un corporate ou plusieurs corporates en fonction si c'est monosectoriel ou plurisectoriel, qui valide la thèse d'investissement. Je suis entièrement d'accord avec Célia là-dessus. Et ensuite, il y a effectivement un effet moutonnier. C'est plus facile de réinvestir des actifs dans une société de gestion dans laquelle on a déjà confié de l'argent, dont on connaît l'équipe, la stabiliser, le track record, que de se lancer avec une nouvelle équipe sur une classe d'actifs qui est perçue comme risquée, même si le reward peut être important. Le rapport a fait émerger une notion qui est une notion de temps, qui est un vrai sujet pour la deep tech. La durée d'investissement est en général beaucoup plus longue. Et du coup, il faut que les fonds soient plus longs. Il faut, si je peux me permettre de prendre juste 2 secondes là-dessus, en fait, un fonds d'investissement, ça a plusieurs périodes. Ça a ce qu'on appelle une période d'investissement, qui en général est en 3 ans, 4 ans. En général, on rajoute 1 an au cas où. Ça, c'est pour constituer le portefeuille. Ensuite, si on pense que l'on va conserver les sociétés 7, 8, 10 ans,
Mais en fait, il faut imaginer que la dernière société qui remplira le portefeuille à 4 ans doit pouvoir vivre 10 ans dans le portefeuille et ensuite il faut la céder. Donc il faut des fonds de 15 ans. Le calcul qui a été fait, il est totalement juste. Alors si vous regardez la durée de vie moyenne des fonds, et notamment par exemple des fonds FNA, qui est à la BPI en fait entre guillemets, le pourvoyeur souvent de la partie la plus importante des fonds, ce sont des fonds de 10 ans plus 2 fois 1 an. Donc on sait qu'on n'est pas complètement au trait, même si, Dieu merci, cet outil existe. Merci Emmanuel. Je pense on arrive à la fin. On a même dépassé d'1 minute. J'aimerais déjà remercier tous les intervenants d'avoir bien accepté de participer. À nouveau, remercier BPI France aussi pour l'invitation et l'organisation. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Merci beaucoup.